Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au journal hebdomadaire de l'Agence vietnamienne d'information. Voici les titres de cette édition. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a effectué une visite de 2 jours au Vietnam. Le président de la Chambre des conseillers du Japon, Masaki Yamazaki, s'est aussi rendu au Vietnam. En fin d'édition, VNews vous emmènera dans un village en forme de carpe à Ninh Dinh, au nord, connu pour ses nombreux érudits admis au concours Mandarino. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a effectué le 8 et 9 décembre une visite au Vietnam. Objectif, développer les relations économiques et le soutien mutuel entre les deux pays. Lors de leur entretien, le président vietnamien Trung Tan Sang et son homologue biélorusse Alexandre Loukachenko ont convenu de poursuivre les visites de délégations de tout niveau, de favoriser l'import-export entre leurs pays ainsi que la coopération bilatérale dans l'industrie et l'agriculture. Ils se sont engagés aussi à collaborer pour appliquer au mieux l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union économique eurasiatique signé en mai dernier et à resserrer les relations bilatérales dans d'autres secteurs, dont les sciences et technologies, la défense, l'éducation, le tourisme et la santé. Trung Tan Sang a demandé à la partie biélorusse de continuer de soutenir la communauté vietnamienne vivant sur son sol. De son côté, Alexandre Loukachenko a affirmé que le Vietnam était un ami intime et un partenaire stratégique de son pays en Asie, et qu'il s'agissait de sa première visite à l'étranger après avoir été réélu président. Le chef de l'État biélorusse a affirmé son soutien à la position du Vietnam de résoudre de manière pacifique les différends territoriaux, dont ceux en mer orientale, sans recourir à la force ni menacer d'y recourir, selon le droit international, à commencer par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, d'appliquer strictement la déclaration sur la conduite des parties en mer orientale et de parvenir rapidement à un code de conduite afin d'assurer la sécurité et la liberté de la navigation maritime en mer orientale. Après leur entretien, les deux présidents ont signé une déclaration commune sur le développement intégral des relations bilatérales. Ils ont assisté en outre à la signature de conventions de coopération dans divers domaines. Pendant son séjour, le président biélorusse a été reçu par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, le premier ministre Nguyen Tan Dung et le président de l'Assemblée nationale, Nguyen Sinh Hung. Le président de la Chambre des conseillers du Japon, Masaki Yamazaki, s'est rendu au Vietnam pour une visite officielle du 7 au 10 décembre, sur invitation du président de l'Assemblée nationale, Nguyen Sinh Hung. Lors de son entretien avec le président de la Chambre haute du Japon, Nguyen Sinh Hung a affirmé la volonté du Vietnam de renforcer la coopération bilatérale, en particulier dans la justice, l'éducation, les infrastructures, les hautes technologies, l'industrie auxiliaire et l'agriculture. Il a appelé à concrétiser les accords de coopération économique bilatéraux. Il a aussi demandé au Japon de continuer d'octroyer au Vietnam des aides publiques pour le développement pour l'aider à devenir un pays industrialisé d'ici 2020. Devant les évolutions complexes de la situation régionale comme internationale, le dirigeant vietnamien a demandé aux organes législatifs des deux pays de renforcer leur coopération pour la paix et la prospérité de l'Asie, ainsi que pour les intérêts des deux peuples. Appréciant l'essor socio-économique du Vietnam, Masaki Yamazaki s'est engagé à faire de son mieux pour contribuer davantage au développement vigoureux du partenariat stratégique Vietnam-Japon. Les deux parties ont convenu de multiplier les échanges au niveau parlementaire et intensifier la collaboration étroite au sein des forums régionaux comme internationaux. Pendant son séjour, Masaki Yamazaki a rencontré le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, le président Trung Tan Sang et le premier ministre Nguyen Tân Dũng. Le mouvement d'émulation patriotique pour 2016-2020 a été lancé le 7 décembre par le Premier ministre Nguyen Tân Dũng lors du 9e congrès national sur ce sujet. Le 9e congrès national d'émulation patriotique, placé sous le thème Solidarité, créativité, émulation pour l'édification et la défense de la patrie, a eu lieu les 6 et 7 décembre à Hanoï. Il a réuni 1800 délégués, dont des personnes exemplaires dans divers secteurs.
Lors du congrès, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, a apprécié l'édification de la nouvelle ruralité qui a permis à plus de 1200 communes de changer de physionomie. Il a ensuite suggéré des orientations pour les 5 ans à venir. Selon lui, les résultats des mouvements d'émulation pourraient être un critère pour évaluer les compétences des gestionnaires. Il est aussi nécessaire de récompenser en temps voulu les collectifs et particuliers, en particulier les travailleurs directs. De son côté, le Premier ministre Nguyen Thanh Dung, également président du Conseil central d'émulation et de récompense, a indiqué que les mouvements d'émulation avaient fortement contribué à la réalisation des objectifs nationaux, dont une croissance économique assez élevée. À cette occasion, il a lancé le mouvement d'émulation patriotique pour la période 2016-2020 sur le thème « Solidarité, créativité, émulation pour l'édification et la défense de la patrie ». Le mouvement vise en premier lieu à réaliser avec succès les tâches et objectifs de développement socio-économique en encourageant les travailleurs à améliorer leur productivité et leur créativité. Le bilan du programme cible national d'édification de la nouvelle ruralité pendant la période 2010-2015 a été présenté le 8 décembre à Hanoï. Plusieurs avancées ont été constatées. La conférence nationale sur l'édification de la nouvelle ruralité lors de ces 5 dernières années a eu lieu le 8 décembre à Hanoï. Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, Cao Duc Phat, plusieurs localités ont consacré 70 à 75% du budget du programme d'édification de la nouvelle ruralité au développement des infrastructures. En novembre 2015, le pays comptait 1298 communes aux normes de la nouvelle ruralité. Le revenu per capita en zone rurale a atteint 24,4 millions de dong, soit 1,9 fois de plus qu'en 2010. Pour les 5 ans à venir, le Premier ministre Nguyen Thanh Dung a insisté sur l'objectif de porter à 50% le nombre de communes aux normes de la nouvelle ruralité. Il a souligné la mission la plus importante, mobiliser des ressources financières pour la nouvelle ruralité, tout en réaffirmant la contribution du budget de l'État à cette tâche. Le président de l'Assemblée nationale, Nguyen Sinh Hung, a affirmé que l'organe législatif continuera de suivre ce programme pour obtenir des résultats plus impressionnants. L'autoroute Hanoï-Hải Phòng vient d'être ouverte au trafic, raccourcissant le trajet entre ces deux grandes villes. Son inauguration a eu lieu en présence du Premier ministre Nguyen Thanh Dung. Le chef du gouvernement a aussi salué les efforts conjugués des ministères et organisations concernées pour la mise en service de cette autoroute dans les meilleurs délais. Il a indiqué que ces derniers temps, le parti et l'État vietnamien prêtaient toujours une grande attention à la tête d'investissement pour le développement des infrastructures socio-économiques nationales, dont celles de circulation. Il a ensuite demandé aux gestionnaires d'assurer la qualité de cette autoroute moderne. Mise en chantier en mai 2008, l'autoroute Hanoï-Hải Phòng débute au 3e périphérique de Hanoï pour traverser les provinces de Hưng Yên, de Hải Dương et la ville de Hải Phòng, où elle prend fin au port de Đình Vũ. D'une longueur de 105 km, cet ouvrage a nécessité un investissement de près de 2 milliards de dollars. Il permet désormais de ramener le temps de déplacement entre Hanoï et Hải Phòng à 1h30 au lieu de 2h30 auparavant. Les rituels et jeux de tir à la corde au Vietnam, au Cambodge, en République de Corée et aux Philippines ont été inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Cette décision a été prise lors de la 10e session du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO tenue récemment en Namibie. Les rituels et jeux de tir à la corde dans les cultures rizicoles d'Asie de l'Est et du Sud-Est sont pratiqués au sein des communautés pour assurer des récoltes abondantes et la prospérité. Ils favorisent la solidarité sociale, le divertissement et marquent le commencement d'un nouveau cycle agricole. De nombreux rituels et jeux ont aussi une profonde signification religieuse. Au Vietnam, le tir à la corde est pratiqué dans les moyennes régions, le delta du fleuve Rouge et la partie septentrionale du centre, qui sont des berceaux de la civilisation de gui aquatique du Vietnam. Ce jeu est également pratiqué par de nombreuses ethnies du Nord comme les Tây, les Thái, les Dai de la province de Lào Cai, qui sont dans l'histoire des premiers cultivateurs du gui.
C'est la première fois que le Vietnam participait à l'élaboration d'un dossier multinational à soumettre à l'UNESCO et ses efforts ont été récompensés. Les rituels et jeux de tir à la corde sont devenus le 10e patrimoine culturel immatériel du Vietnam reconnu par l'UNESCO. Le Vietnam a fini 4e à l'issue de la 8e édition des Jeux handisport de l'ASEAN ou ASEAN Paragames disputés du 3 au 9 décembre à Singapour. Après 6 jours de compétition, le Vietnam a remporté 48 médailles d'or, 58 d'argent et 50 de bronze. Il termine derrière la Thaïlande, l'Indonésie et la Malaisie, mais devant le pays organisateur, Singapour. Les nageurs et les haltérophiles ont été les plus performants. En effet, la sélection nationale de natation a décroché 19 médailles d'or, 22 d'argent et 21 de bronze. De leur côté, 10 des 11 compétiteurs vietnamiens engagés dans l'épreuve du développé couché ont remporté au moins une médaille chacun, dont 6 d'or. Les sportifs vietnamiens ont aussi battu 2 records d'Asie en natation et en développé couché. Avec cette performance, le Vietnam espère obtenir davantage de billets pour les Jeux paralympiques de Rio 2016. Les ASEAN Paragames 2015 ont réuni environ 1500 sportifs des 10 pays membres de l'ASEAN, lesquels se sont mesurés dans 15 disciplines. La sélection vietnamienne comprenait 169 membres, dont 130 sportifs et 24 entraîneurs engagés dans 9 disciplines. Elle a tenu son rang, 4e, obtenu lors de la précédente édition, tenue au Myanmar. Sur la carte de la province de Nam Dinh, on peut voir un village qui a la forme d'une cape. C'est le village de Hang Thiet, situé dans la commune de Xuân Hồng, district de Xuân Trường. On ne sait pas s'il reflète vraiment la légende de la cape se transformant en dragon, mais une chose est sûre, ce village est réputé pour son grand nombre d'admis au concours mandarino. Fondé en 1500, Hang Thiet Sa Chi est aussi connu sous le nom de Hang Cung Chang. Le village a la forme d'une cape dont les contours sont dessinés par les 2 bras de la rivière Ninh. Sur la carte du village datant de 1934, Hang Thiet arbore la forme d'une grande cape dont la tête est orientée au sud et la queue au nord. Sur le terrain, la tête de la cape abrite le temple Tam Sap dédié à 3 fondateurs du village, un grand marché rural et un puits spécial baptisé Ziematka ou œil de cape. La partie entre le ventre et les branchies est la zone d'habitat des villageois. Autrefois, cette zone était divisée en 14 parties égales, dont chacune constituait un hameau. Chaque hameau faisait 60 mètres le long. Au niveau de la queue de la cape, le cimetière et les pagodes du village. Nous ne connaissons l'histoire et l'aménagement du village qu'à travers des livres. Le feu secrétaire général du parti, Chung Chit, en était issu. Pour lui, les aménageurs du village étaient beaucoup plus talentueux que les architectes d'aujourd'hui. Leur aménagement suit une parfaite logique. On ne sait pas s'il y a eu une relation entre la forme du village et la légende de la cape se transformant en dragon. Mais ce village est une terre où sont nés de grands hommes. Les stèles dans la maison commune du village évoquent les personnes éminentes de Hang Thiet. Les habitants considèrent les études comme une profession. Ici, tout le monde étudie et les personnes talentueuses sont des exemples à suivre pour tous. Il faut citer des villageois qui ont étudié toute leur vie comme Nguyen Van Thuong ou Dang Xuan Bang, Nguyen Chung Chu. Leurs familles furent très pauvres, mais ils ne cessèrent d'étudier n'importe où et n'importe quand. À chaque concours interprovincial ou national, ressortaient souvent des lauréats d'origine de Hang Thiet. À l'heure actuelle, ce village reste le fer de lance de la province de Nam Dinh en la matière, avec plus de 200 personnes titulaires des titres de professeurs, de docteurs associés et plus de 1500 diplômés d'université. La famille de Do Ngom Như a 4 enfants. En dépit d'une situation difficile, ils ont tous obtenu des diplômes universitaires et comptent suivre des cursus post-universitaires. Ma femme et moi sommes agriculteurs, mais nous devons aider nos enfants à poursuivre leurs études. Comme tous les autres villageois, ma famille ne suit que les belles traditions établies par nos prédécesseurs. Aujourd'hui, les jeunes de Hang Thiet perpétuent ces traditions, l'amour pour les études, notamment pour se montrer dignes de la réputation du village. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.